Enquête. Christophe Ondelatte. Une affaire criminelle aujourd'hui de 2007, le meurtre d'Evelyne Furlan, en octobre 2007 à Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne. Une mère de famille que sa fille retrouve étranglée un soir dans son lit. Et pour débriefer cette histoire tout à l'heure, je serai avec maître Catherine Houle du barreau de Montauban, qui est en ligne et que je salue au passage. Bonjour. Bonjour. Vous étiez dans cette affaire avocate partie civile, avocate de la famille donc d'Evelyne Furlan. C'est ça, du père et de son frère. Et de son frère. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 1er octobre 2007, à Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne, Julie, 14 ans, rentre chez elle après sa journée de collège. Ses parents sont divorcés depuis 6 ans, elle vit là avec sa mère Evelyne, juste derrière la mairie. « Maman ? Maman ? Je suis rentrée, t'es où ?» C'est quand elle arrive dans le couloir qu'elle la voit en chemise de nuit, allongée dans sa chambre sur le lit, en partie recouverte d'un drap, un bras qui pend sur le sol. « Maman ? Ça va ? » Elle imagine que sa mère est malade, qu'elle dort. Alors elle s'approche, elle soulève le drap. Oh, sa mère a la tête en sang, du sang qui lui sort des yeux, des narines, de la bouche. Elle est morte. Sa mère est morte. Et elle se dit, il est peut-être encore là, celui qui a fait ça à ma mère. Il est peut-être encore dans l'appartement. Et donc terrorisée, elle s'enfuit. Elle dévale l'escalier de l'immeuble 4 à 4 et elle déboule dans la rue. Et là, elle tombe nez à nez avec un voisin. « Aide-moi. Appelle la police, maman est morte. Il faut que tu m'aides. »« Calme-toi, Julie. Dis-moi calmement ce qui s'est passé. »« Non, vite, il faut que tu appelles la police. » Le voisin appelle la police. Et comme le commissariat de Castel-Sarrazin n'est qu'à quelques centaines de mètres, les policiers sont là tout de suite. Et ils découvrent le corps d'Evelyne Furlan, 53 ans, le visage méconnaissable. Tu vois la marque sur le cou, là ? Elle a été étranglée, cette femme. Sans doute avec ça. Ça, c'est un cordon électrique posé près du corps. Si tu veux mon avis, celui qui a fait ça fait une double tour avec le câble électrique. Un étranglement puissant, intense, ce que confirme quand il arrive le médecin légiste. Vous voyez sa peau, là ? Elle est rosée, presque violacée. Vous voyez ici, là ? Ça veut dire que la strangulation a été très forte, constante, puissante. C'est la police judiciaire de Toulouse qui est saisie de l'affaire. Et sur place, les policiers collectent un certain nombre d'indices. D'abord, l'arme du crime, le câble électrique. Le tueur l'a trouvé sur place, puisque c'est celui du poste de radio. C'est un premier indice intéressant, le tueur ne vient pas avec son arme, il prend ce qu'il a sous la main. À part ça, les tasses de café sont toujours sur la table du petit déjeuner. La victime est en chemise de nuit. Le crime semble dater de ce matin. Ce que d'ailleurs, au vu de la température du corps et des rigidités cadavériques, confirme le médecin. Je dirais que le décès remonte à 8h30 ce matin. Et ce qui est étonnant, c'est que la porte de l'appartement n'a pas été fracturée. Et Julie, la gamine, quand elle rentre du collège, trouve la porte fermée, normalement fermée. Donc soit le meurtrier avait les clés, auquel cas c'est un proche, ou bien elle lui a ouvert alors qu'elle était en chemise de nuit, auquel cas c'est aussi un proche. Étonnant aussi
la présence sur le canapé de 2 oreillers et d'une couverture. Est-ce que quelqu'un aurait dormi dans le salon? Julie, la fille d'Evelyne, va pouvoir le dire. Au passage, ça n'est pas évident d'interroger cette gamine de 14 ans qui vient de découvrir le corps de sa mère. Mais les policiers n'ont pas le choix. Julie, nous avons vu qu'il y avait une couverture et des oreillers dans le canapé. Est-ce que quelqu'un a dormi chez vous, la nuit dernière? Oui. Il y a Robert qui a dormi à la maison. C'est l'ex-petit ami de maman. Robert. Les policiers se rencardent, il s'agit de Robert Koutama, 55 ans, un Antillais. La petite Julie raconte qu'il était là quand elle est rentrée la veille. Assis dans le canapé, il avait enlevé sa veste, il était comme chez lui. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit qu'il voulait discuter avec maman. Et ils ont discuté? Oui. J'ai pas tout entendu, j'étais dans ma chambre. Mais j'ai entendu Robert qui disait « Tu peux pas faire ça. Tu peux pas me quitter comme ça. » Vous avez eu l'impression qu'ils se disputaient? Non. Il n'y avait pas trop de tension. En même temps, Julie n'a pas cherché à écouter. C'était une discussion entre adultes. Ça ne la regardait pas. Elle s'était enfermée dans sa chambre. Mais elle dit que dans la soirée, sa maman est venue la voir. Elle m'a dit « Ma chérie, on s'est disputé un peu avec Robert. » Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait partir, que je pouvais dormir tranquillement. Et Julie raconte que le lendemain matin au petit déjeuner, Robert était toujours là. Il était toujours là, on a pris notre petit déjeuner, il était debout dans la cuisine, il nous regardait en fumant une clope. Tu n'as rien remarqué de particulier? Si, quand même. La manière qu'il regardait ma mère. Il a regardé comme ça, là, fixement. Et après? Maman avait un rendez-vous à Pôle emploi. Et moi, comme tous les matins, je lui ai fait un bisou, je suis parti au collège. Il était quelle heure? 7h20. En général, je pars à 7h20. Et quand tu pars, Robert Koutama est toujours là. Mais oui. Entre nous, cette enquête semble déjà résolue. Tout laisse penser qu'après le départ de Julie, une dispute éclate entre Evelyne et Robert, et il l'étrangle. Et donc on pourrait s'attendre à ce que les flics foncent arrêter ce Robert Koutama, pour le cuisiner jusqu'à ce qu'il avoue. Sauf que ça, c'est de la police à papa. On ne fait plus du tout comme ça, aujourd'hui. Quand on a un suspect, on le garde à l'œil. Mais on essaye de bétonner l'enquête, de recueillir un maximum d'éléments avant l'interpellation. Une garde à vue, ça ne dure que 48 heures. Si dans ce délai, on veut des aveux, mieux vaut avoir des biscuits à poser sur la table. Alors, d'abord, qui est la victime? Qui est Evelyne Furlan, ou plutôt qui était Evelyne Furlan? Sa fille a dit tout à l'heure qu'elle avait un rendez-vous à Pôle emploi. Evelyne cherchait du travail. Et pourtant, elle était invalide à cause d'un diabète et de problèmes de reins. Et à ce titre, elle touchait une pension. Mais elle cherchait quand même du travail. Une pension d'invalidité, ça permet pas vraiment de vivre. À part ça, ses amis disent que c'était une femme très croyante et très généreuse. Et elle n'était pas que la maman de Julie, elle avait 3 enfants, issus de 2 mariages différents. De la PJ font analyser son téléphone portable. Et là, ils s'aperçoivent qu'Evelyne appelait un numéro très régulièrement. Un homme qui n'est pas Robert Koutama. Un militaire de Castel-Sarrazin, prénommé François. Un homme marié. Son amant, ça paraît clair. Son autre amant. Et pas depuis hier, c'est une vieille histoire avec François. Ils sortaient ensemble quand ils étaient très jeunes, et puis ils se sont perdus de vue, et ils se sont retrouvés
récemment. Il n'y avait donc pas un, mais deux hommes dans la vie d'Evelyne Furlan. L'un des deux est probablement son meurtrier. Mais ne faisons pas semblant. Robert est plus suspect que François. La jeune Julie vient d'ajouter des éléments très compromettants à son premier récit. Robert Koutama a été le compagnon de sa mère pendant 4 ans. Et ces derniers temps, ils se disputaient beaucoup, tous les deux. Julie croit savoir que Robert était infidèle. Et surtout, elle dit que quand il boit, une fois il s'est disputé avec maman, eh bien il a voulu lever la main contre moi. Tu n'as pas l'air de l'aimer beaucoup, hein? Je le déteste. Je suis sûr que c'est lui qui a tué maman. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une fois, je l'ai entendu dire à maman, si tu me quittes, je te tue. Il a dit. Ça commence à faire beaucoup. Il est peut-être temps de placer Robert Koutama en garde à vue. Le lendemain du meurtre à l'aube, les policiers se présentent chez Robert Koutama, à Toulouse. Police nationale, ouvrez! Pas de réponse. Police, ouvrez! Les policiers décident d'utiliser un bélier pour enfoncer la porte. Et une fois dedans, ils trouvent Koutama dans son séjour. Ils fouillent l'appartement, et dans la salle de bain, ils tombent sur du linge en train de sécher. Un jean encore humide et 2 t-shirts. T'as vu là, sur le t-shirt? On dirait des traces de ça, non? Et pourtant, Robert Koutama semble avoir fait le max pour laver ses t-shirts. Il a utilisé 3 pastilles de lessive. Il y a les 3 emballages en cellophane posés sur la machine. Vous avez un véhicule, monsieur Koutama? Oui. Il est garé dehors. Vous pouvez nous conduire jusqu'à votre voiture? L'intérieur de la voiture est passé au Blue Star, un produit qui révèle les taches de sang. Tiens, regarde là. T'as vu, il y a du sang sur la portière conducteur. Et Robert Koutama est placé en garde à vue au SRPJ de Toulouse. À la grande surprise de tous ceux qui le connaissent, hein. Il est maçon, son patron dit qu'il est honnête, souriant, travailleur, sociable. Ses collègues de travail tombent de l'armoire. En garde à vue, Robert Koutama nie. J'ai rien à voir avec la mort d'Evelyne, moi. Rien. Il est visible qu'il y a des traces de sang sur les t-shirts retrouvés à sécher dans votre salle de bain. Oh ben ça, c'est que j'ai des hémorroïdes. Et est-ce la raison pour laquelle vous avez utilisé 3 pastilles de lessive pour le même cycle de lavage? Mais non, je fais ça parce que le lave-linge était bouché. Je voulais le déboucher, c'est tout. Les policiers lui parlent alors de ce que leur a raconté Julie. Le fait qu'ils se disputaient souvent. Ça nous arrivait de nous engueuler, comme tous les couples. Mais ça allait jamais plus loin. Pour quelle raison vous a-t-elle quitté? Mais elle m'a pas quitté. On était toujours ensemble. Mais vous ne viviez pas ensemble. Oh, ça c'est par choix. Hein. Mais Evelyne, c'est la femme de ma vie. On avait des projets tous les deux. On voulait aller vivre tous les deux chez moi, en Martinique. Les policiers, bien sûr, lui demandent de dérouler son emploi du temps. Il dit qu'il est arrivé chez Evelyne la veille, et ça, on le savait déjà par Julie. Qu'il a proposé à Evelyne et à sa fille d'aller dîner au restaurant, et qu'elles ont refusé. Il dit qu'il a passé la nuit sur le canapé et regardé la télé. Et hier matin, monsieur Koutama, hier matin, je suis parti, je dirais, un quart d'heure après le départ de Julie. Vers 8h moins le quart. Je suis rentré chez moi, à Toulouse. Il dit qu'il est parti tôt
parce qu'il n'a plus de permis de conduire, qu'il se l'est fait retirer et qu'en se mettant en route de bonne heure, il espérait ne pas se faire contrôler. Donc, Robert Koutama nie. Mais il est tout de même présenté à la juge d'instruction et devant elle, il se montre serein, tranquille, calme, détaché et il répète « J'y suis pour rien, moi, dans la mort d'Evelyne. Moi, quand je suis parti de chez elle, hier matin, elle était vivante. » D'accord ? N'empêche que la juge le met en examen pour meurtre et l'envoie derrière les barreaux. Mais assez vite, il y a un hic. Chez Koutama, les policiers ont saisi un ticket de caisse daté du jour du meurtre, qui correspond à l'achat de la lessive, dans un supermarché tout près de chez lui, à Toulouse. Le ticket indique 9h14. Il était donc à Toulouse, le jour du meurtre, à 9h15. Or, il faut un minimum de 1h30 pour faire Castel-Sarrazin-Toulouse en voiture. Pour être à Toulouse à 9h15. Il a donc quitté Castel-Sarrazin au plus tard à 8h moins le quart, sachant que Julie part à 7h20. Ça voudrait dire qu'il tue Evelyne, qu'il l'étrangle entre 7h20 et 8h moins le quart, en 25 minutes. Ça paraît fou, et les avocats de Koutama s'en servent. Et ça n'est pas tout. Les policiers comptaient beaucoup sur les taches de sang sur les t-shirts et dans la voiture. Les analyses du labo viennent d'arriver. C'est la tuile. Le sang. Eh ben, c'est le sien. Ça n'est pas celui d'Evelyne. Son histoire de crise d'hémorroïdes tient la route. Dans cette affaire, les policiers avaient des certitudes, la certitude d'avoir arrêté le tueur. Et maintenant, ils ont un doute. Un gros doute. Et le doute est soudain renforcé par le témoignage d'un ami d'Evelyne Furlan, un employé municipal de Castel-Sarrazin. Je l'ai vue le 1er octobre, dans la rue. Elle était toute coiffée, là, toute maquillée, toute pomponnée. Je me souviens, on s'est fait la bise, comme on fait toujours. Elle m'a dit, j'ai un rendez-vous important. Et ça colle avec le rendez-vous chez Pôle emploi. Il était quelle heure, monsieur, quand vous l'avez croisé? Oh, je dirais aux alentours de 9h30. 9h30? Mais à 9h30, d'après ce que dit le légiste, Evelyne était déjà morte. Et ça aussi, ça joue en faveur de Robert Koutama. Lui qui dit que quand il est parti, elle était encore vivante. Mais en même temps, je vous rappelle qu'on la retrouve en chemise de nuit. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle s'habille de bon matin pour aller à son rendez-vous, qu'ensuite elle rentre chez elle et qu'elle se remet en chemise de nuit? Et là, elle est assassinée. Ça ne tient pas debout. Ce témoin raconte n'importe quoi. Il se mélange les pinceaux. Il ne l'a pas vue à 9h30 ce jour-là. Un autre jour peut-être, mais pas ce jour-là. Bon, on fait le point. Tout accuse Robert Koutama. Mais objectivement, la juge d'instruction n'a pas grand-chose de concret contre lui. Les taches de sang sur les t-shirts et dans la voiture ne sont pas du sang d'Evelyne. Et on a du mal à croire qu'il ait pu l'étrangler dans le court laps de temps qui sépare le départ de Julie de son propre départ, c'est-à-dire 25 minutes. Et donc, est-ce qu'on va garder en prison un type contre lequel on n'a pas de biscuit? Eh bien non. Robert Koutama est donc libéré. Il reste mis en examen, mais il sort de prison. Et là, l'enquête se retrouve à poil. Si ça n'est pas Robert Koutama, est-ce que ça serait pas François, l'amant militaire? François est à son tour interrogé. Je vous rappelle que l'oiseau est marié, et donc, il en raconte une bien bonne. On a été amants, autrefois. Mais, c'était plus le cas. On continuait à se voir, mais on couchait plus ensemble. Il restait entre nous de la tendresse, de l'amitié, on s'appelait, elle se confiait à moi, c'est tout. À quand remonte votre dernière relation sexuelle?
je dirais le mois de mars. Et depuis, plus rien. Je suis marié. Je tiens mon couple. Il dit que ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas couché ensemble. Les policiers lui présentent alors un coton-tige. Passez-le dans le creux de votre joue, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, ils ont son ADN. Et ils vont pouvoir le comparer à une tache de sperme qu'ils ont identifiée sur la couette d'Evelyn. Et voilà le résultat de la comparaison ADN. Il a menti, le beau militaire. C'est son sperme. Une relation de tendresse et d'amitié, qu'il disait. François est donc réinterrogé. Au début, les policiers ne lui disent pas qu'ils ont la preuve qu'il ment. Et donc il leur resserre la même histoire. Evelyn n'était qu'une amie, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une déposition là-dessus. On n'avait plus de relation intime. Il n'y avait plus que de l'amitié. Elle était un peu paumée. Et là, les policiers abattent leurs cartes. Monsieur, nous avons retrouvé sur la couette de Madame Furlan une tache de sperme. Et ce sperme, monsieur, eh bien c'est le vôtre. Une explication ? D'accord. On avait toujours des relations. Je vous ai menti parce que je voulais pas que ma femme le sache. Je voulais pas foutre en l'air mon couple. C'est pour ça. Ou alors, justement, il l'étrangle pour mettre un terme définitif à leur relation. Parce qu'elle est devenue trop encombrante, pour effacer le péché, pour se débarrasser de sa maîtresse. Les policiers se mettent donc à reconstituer l'emploi du temps de François. Et c'est la douche froide. Le jour du crime, François travaille sur un chantier chez lui. Il se fait construire un garage et les ouvriers jurent qu'il n'a pas bougé de la journée du 1er octobre. À l'heure du meurtre, il était chez lui. C'est certain. Et là, d'un coup, le nouveau suspect numéro 1 est blanchi. Ça ne peut pas être lui. Et c'est retour à la case départ. Il ne reste qu'un élément à exploiter. Les flics de la scientifique ont identifié un ADN sur le câble électrique qui a servi à étrangler Evelyn. Et ça tombe bien, les résultats viennent d'arriver. Qui d'après vous? Eh bien, Robert Coutama. On en revient à lui. Et sur le câble, les traces sont très localisées, comme s'il avait tenu le câble à 2 mains. Et ça n'est pas tout. On a aussi retrouvé de l'ADN sous les ongles d'Evelyn. Et c'est encore celui de Robert Coutama. Et puis cerise sur le gâteau, un ADN a été isolé sur le col de la chemise de nuit d'Evelyn. Coutama, encore lui. Et s'il vous faut une dernière preuve que c'est lui, la voici. Vous vous souvenez que le sang sur les t-shirts était son sang, pas celui d'Evelyn. En revanche, en y regardant de plus près, on a trouvé une minuscule tache de sang sur l'un de ses débardeurs. Et là aussi, les analyses viennent de tomber. C'est du sang d'Evelyn. On a donc 2 ou 3 questions à vous poser, Monsieur Coutama. Et là, pour Robert Coutama, retour chez la juge d'instruction. Voyons comment il va s'en sortir. C'est possible que mon ADN soit sur ce câble. Je m'en suis servi à plusieurs reprises. Mais en aucun cas, je ne suis responsable de ce meurtre. On trouve aussi votre ADN, monsieur, sous les ongles de la victime. Eh bien, regardez mes mains. Et mes bras, il n'y a pas de griffure. Il y a aussi une tache de sang de Madame Furlan sur l'un de vos débardeurs. C'est une grosse tache? Non. N'empêche que la juge le renvoie derrière les barreaux. Elle n'a plus de doute. Robert Coutama a étranglé Evelyn par jalousie, à cause de l'autre, du militaire, François, qui avait les clés de chez Evelyn, on l'a appris, et pas lui. Il semble que ça le mettait hors de lui. Et donc, le dossier part en l'état devant la cour d'assises, avec des preuves tangibles, essentiellement de l'ADN, et en face un homme qui nie vigoureusement. Ce sera au juré de se forger une intime conviction.
procès de Robert Koutama s'ouvre devant la cour d'assises de Montauban le 10 février 2011, 3 ans et demi après le meurtre. Et ce jour-là, Julie, qui est absolument convaincue que Robert est l'assassin de sa mère, se retrouve pour la première fois face à lui. Et lui, il se défend très mal. Il parle très mal de leur soi-disant amour. Tout ce qu'il dit sonne faux. Interrogatoire après interrogatoire, il s'enferre. Et il ressort des audiences qu'il est alcoolique et violent. Alors bien sûr, ses avocats jouent sur l'impossible timing. Il est au supermarché à 9h15. On peut imaginer qu'il passe chez lui avant, surtout si, comme le dit l'accusation, son t-shirt et son jean sont tachés de sang. Donc il est chez lui aux alentours de 9h. Donc il part de Castelsarrasin à 7h30. 10 minutes après le départ de Julie. Ça ne colle pas. Vous en conviendrez. Au terme de 4 jours de procès, les jurés se retirent pour délibérer. Leur débat secret dure 2h30. Et à l'issue, ils déclarent Robert Koutama coupable du meurtre d'Evelyne Furlan. Et ils le condamnent à 18 ans de réclusion criminelle. Il ne s'en sort pas si mal. 18 ans. Et pourtant, il fait appel. Il aurait dû réfléchir. C'est toujours risqué de faire appel. 10 mois plus tard, devant la cour d'appel de Toulouse, il prend 2 ans de plus. 20 ans. Et là, c'est définitif. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec maître Catherine Houle du barreau de Montauban. Vous étiez maître Houle dans cette affaire, l'avocate du père d'Evelyne Furlan et de son frère. Comment est-ce que vos clients ont jugé d'abord le premier verdict, 18 ans? 18 ans, ils estimaient que c'était une peine qui était où il était reconnu qu'effectivement Koutama avait tué leur sœur et fille, et ça les satisfaisait pleinement. 20 ans donc Et 20 ans, c'était 20 ans. Ils n'ont que très peu assisté au procès au moment de la procédure d'appel, et 20 ans, ça les a encore plus confortés. Mais déjà, ils avaient été, ils s'estimaient remplis de leurs droits déjà de par le premier verdict. La frustration, évidemment, pour eux, comme pour Julie, sa fille, c'est qu'il n'y a pas d'aveu, c'est qu'il n'y a pas d'explication, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité, et qu'en fait, si vous voulez, Koutama, c'était un homme très fier. À aucun moment, il a voulu reconnaître qu'il avait pu tuer cette femme, et pourtant, tout au long de l'audience, qui en est ressorti, et depuis absolument dès la première audience devant la cour d'assises de Montauban, c'est qu'en fait, il avait tué cette femme pour la garder. C'est-à-dire qu'il n'acceptait pas qu'il y ait un autre homme qui ait les clés, que lui, il les avait plus, les clés de l'appartement, qu'il avait plus la même relation avec elle, et donc, il l'a tuée pour la garder, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve dans les expertises psychologiques après. Il a pu penser qu'il serait acquitté? La question s'est vraiment posée? L'hypothèse de l'acquittement existait au cours de ces 2 procès? Non. Non, tout le monde, dès le début, toujours, et notamment au niveau du parquet, tout le monde pensait que c'était lui. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'au niveau du procès, il y avait 2 camps dans la salle d'assises. Il y avait d'une part tous les Martiniquais, toute sa famille, ils étaient tous venus. C'est quand même une famille de 14 enfants, Koutama. Ils étaient tous là, pratiquement tous là, avec leurs enfants. Et tous le pensaient innocent. Il était impossible qu'un homme comme ça, reconnu par ton employeur comme sympathique, jovial, etc., par ses enfants, même s'il les avait pas beaucoup élevés, comme un père aimant, par ses femmes, même s'il avait été infidèle, comme quelqu'un qui avait quand même été un petit peu présent. Donc ils étaient tous là, et ils formaient un bloc. Et de l'autre côté, il y avait toute la famille d'Evelyne Furlan. On a dit à l'époque que sans doute il avait été le pire ennemi de lui-même dans ce procès. Vous confirmez? Je confirme, parce qu'il voulait absolument montrer à tous ces gens, toute sa famille, toute sa parentèle, qu'il était absolument innocent. C'était ça son unique but. Il ne pouvait pas perdre la face, voilà. Il y a un moment qui est étonnant, surprenant et qui sans doute a été au cœur des débats, c'est l'histoire de ces taches de sang sur le t-shirt. Évidemment, quand on voit du sang sur un t-shirt, les policiers tout de suite se disent c'est le sang d'Evelyne Furlan. Et puis non, lui dit c'est du sang parce que j'ai des hémorroïdes, et c'est vrai. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on a imaginé
qu'il ait pu monter ce scénario, c'est-à-dire à dessein, mettre son propre sang pour avoir un argument pour contrer les policiers? Non, non, je pense pas. Parce que en fait, quand il est rentré à Toulouse, il est allé vraiment au supermarché chercher un savon particulier, c'est-à-dire un savon qu'on n'utilise pas pour une lessive ordinaire, un savon qu'on utilise pour vraiment décaper du linge. Oui. Et donc je pense qu'il avait plus qu'une tache de sang d'Evelyne sur ses t-shirts, mais que certes c'était moindre que les siens et qu'elles étaient plus ou moins parties avec ce savon. Donc il ne bluffe pas, quoi. Non, il ne bluffe pas là-dessus. Je ne pense pas du tout qu'il bluffait là-dessus, non. Puisque Robert Koutama est coupable, on est obligé d'admettre qu'il étrangle Evelyne dès le départ de Julie. Il est difficile de se représenter la scène, mais le timing a été le grand argument de la défense. S'il est coupable, c'est qu'il l'étrangle entre 7h20 et 7h45. Et il est ressorti en fait de l'enquête un point qui est important et qui est affreux dans cette histoire, c'est qu'il l'a étranglée par derrière, c'est-à-dire qu'à un moment où elle s'y attendait pas. Il l'a prise par surprise, il l'a étranglée par surprise. Ça apparaît dans la reconstitution, c'est pas de la balistique là, mais la reconstitution... Non, c'est apparu au moment de l'audience, voilà. C'est apparu au moment de l'audience. Qu'en fait, ça s'était passé de cette sorte. Donc on peut penser qu'à peine sa fille partie, il a tout de suite... il s'est jeté sur elle. Oui, voilà. C'est un peu ce qui ressortait du récit possible de ce qui s'était passé. Et ça colle avec ce que dit Julie dès son premier témoignage, qu'il avait un drôle de regard au moment du petit déjeuner. C'est ça, exactement. En fait, il était fou de jalousie. Et si vous voyez les expertises, ce qui est dit dans ces expertises, c'est que son étude de personnalité montre donc, comme je l'avais dit, qu'il était jovial, etc., mais aussi irritable. Et certainement, très certainement impulsif. Et il a reconnu, tout au long de l'audience, et il a reconnu face au psychiatre également, qu'il était jaloux et possessif. Et quand il avait bu, tous ces traits de caractère négatifs ressortaient. Il n'avait pas bu, là? Il n'avait pas bu, mais il a été signalé au niveau de l'enquête, et ça ressort de l'expertise d'ailleurs, que récemment, il avait consommé du cannabis. Et donc, peut-être qu'il avait fumé, on ne sait pas. Et en tout état de cause, il est passé à l'acte à ce moment-là. Il faut dire qu'il avait dormi sur le canapé. Il n'avait pas dormi avec Evelyne. C'est-à-dire qu'elle lui refusait son lit. Alors qu'il savait qu'il y avait un autre amant. Et ça a dû le rendre fou, de ce qu'on a vu à l'audience. Est-ce que l'argument des clés existait? C'est-à-dire, lui, François, avait les clés, et moi, je ne les avais pas? Exactement. Mais pire que ça, c'est-à-dire qu'à un moment, et ça c'était au moment du procès à Montauban, à un moment, François donc vient témoigner à la barre, et Koutama donc se lève et là effectivement a encore une fois un regard particulier. Et François dit, moi j'avais aidé Evelyne à emménager, je lui avais amené des meubles, et là Koutama l'interrompt et lui dit, c'est tes meubles, on les a tous brûlés, on n'en voulait pas de tes meubles. Ah, c'est vraiment le signe qu'il était jaloux, fou de jalousie. Ah, mais possessif, jaloux, impulsif. C'était exactement ça. Mais vraiment, et qu'effectivement, il l'a tuée pour la garder. Il voulait pas qu'elle puisse avoir un autre amant. C'est clair, c'est ce qui est ressorti, et notamment de cet épisode-là, qui n'est pas retracé, c'est vrai, mais qui a frappé tout le monde. Au passage, l'épisode de l'amant et de son témoignage foireux, cette volonté qu'il a de ne pas reconnaître qu'Evelyne était sa maîtresse, est assez pitoyable. Voilà un type qui est confronté à l'assassinat de sa maîtresse et qui ne songe qu'à une chose, c'est sauver son couple, quoi. C'est ça. Et d'autant plus, il a été mis bien à mal, cet homme, quand même, au moment du procès, parce que lui aussi, il a été chronométré le temps qu'il pouvait mettre pour aller chez Evelyne, etc. Et il était beaucoup plus au chronomètre coupable que Koutama. Il avait plus de laps de temps pour le faire, et pour partir de chez lui au milieu des travaux sans que personne le voie. Cet idiot, pour sauver son couple, a failli tomber, quoi. C'est ça, exactement. Il a été à deux doigts pour ça. Si Koutama n'avait pas eu ce comportement qui le dénonçait, enfin qui était vraiment, il était visible que c'était lui. Vraiment, personne, je pense, n'a pu penser autre chose de par son comportement pendant tout le procès. J'en reviens à la scène de crime, la description du cadavre. Elle a donc été étranglée par un double tour du cordon électrique autour de son cou, sur lequel Koutama a tiré par derrière, me dites-vous. Comment se fait-il qu'elle avait le visage en sang, que du sang lui sortait des yeux, de la bouche?
du nez? Il n'y a pas eu de coup porté? Aucun coup. Et il l'a reposé sur le lit. Enfin, c'était comme vous l'avez raconté au début. Quand sa fille est rentrée, elle a pensé que sa mère était allongée, qu'il n'y avait pas. Il avait laissé la scène de crime en état, si on peut dire. Ils étaient séparés finalement ou pas? Oui. Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus ambigu que ça? Parce qu'elle le laisse quand même rentrer chez elle. Certes, il dort sur le canapé, mais il est là. Et oui, mais parce qu'il avait un prétexte, cet homme. Il lui rapportait des bijoux qu'elle avait laissés chez lui. Où il venait rechercher des bijoux qui lui appartenaient. Mais sinon, il ne venait plus. Elle ne voulait plus le voir. Elle avait peur de lui. Dernière question, maître, mais c'est une question plus générale au-delà de ce procès. On voit qu'il fait appel, et c'est assez courant dans les récits que je fais d'affaires criminelles toutes les semaines. Quand on fait appel, en général, on prend 2 ans de plus au procès d'après. Parfois, il y a un acquittement, mais c'est rare. Aujourd'hui, à vos propres clients, vous conseillez de faire appel ou parfois vous leur dites soyez prudents? Non, je pense qu'il faut être prudent, effectivement. C'est pas l'appel. En fait, l'appel ne doit être utilisé que si vous avez de nouveaux éléments et des éléments forts, de façon à pouvoir remettre en cause une intime conviction. Si vous les avez pas, vous faites appel pour finalement qu'on rejuge quelque chose sur les mêmes éléments, et donc vous avez toutes les chances d'avoir une peine plus lourde. Oui, parce que ça en agace. plus, ça agace. Et puis rappelez-vous que dans l'affaire Koutama, il n'a jamais reconnu être coupable. Il n'a jamais présenté d'excuses. Jamais. Donc ça, pour des jurés, c'est grave. C'est grave. C'est ça qui pèse lourd. Je vous remercie infiniment, maître Catherine Houle, du barreau de Montauban. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.